Bonjour tout le monde, c'est moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci, Les héros de l'Olympe de Rick Riordan, le premier tome, Le héros perdu. C'est paru ici aux éditions France Loisirs. En second livre, je vous parle d'un e-book avec Calam de Paul Béorn, le tome 1, Les deux visages, paru chez Brajlon, il me semble. Allez, je commence en vous parlant de ce premier tome, Les héros de l'Olympe, que j'ai lu en lecture commune avec Sandrine, puisqu'on s'était fait les 5 tomes de la saga Percy Jackson ensemble. Il était logique qu'on continue dans la mythologie grecque avec cette saga. C'est la suite logique de Percy Jackson. Elle se lit tout de suite après, hein. De toute façon il ne faut pas laisser passer trop de temps je pense. Nous allons suivre des nouveaux personnages. Donc ici Jason qui se réveille dans un bus, sa main dans la main d'une jeune fille qui s'appelle Piper, accompagnée de son meilleur ami Léo, sauf que Jason a un problème puisqu'il ne se rappelle absolument de rien. Il ne sait pas qui il est, ce qu'il fait dans ce bus, qui sont ces gens autour de lui. C'est très compliqué. Et bien sûr, lors de la visite qu'ils vont faire, il me semble que c'est au Grand Canyon, ils vont se faire attaquer par des créatures mythologiques qui vont chercher à les happer, les récupérer, les kidnapper. Et il va s'en suivre un combat et ils vont être emmenés à la colonie, puisque ces 3 personnes, donc Piper, Jason et Léo, sont en fait des demi-dieux. Ils vont être reconnus par leurs parents célestes et on va leur donner une quête. Voilà, rien de très original dans l'univers de Percy Jackson. Tous les tomes de Percy Jackson commencent un petit peu comme ça. Là on découvre des nouveaux personnages, on a un nouveau trio qui s'ajoute un petit peu aux anciens personnages qu'on connaissait dans Percy Jackson. On revoit Annabelle, on revoit Chiron, on entend parler de Glover, de Percy, etc. Donc voilà, ça s'intègre parfaitement dans Percy Jackson. Et en fait, on va partir sur quelque chose d'assez original puisque cette fois-ci, on va confronter les mythologies grecques et la mythologie romaine. Et on va avoir, je pense, toute cette interaction entre les deux mythologies tout au long de cette saga. Donc ça, c'est plutôt une très bonne idée. De mon côté, ça m'embrouillait plutôt pas mal. Je pense savoir vers où l'auteur veut aller, mais ça m'embrouillait de sans cesse se poser la question mythologie grecque, mythologie romaine, Jason qui n'a aucun souvenir, qui essaye de retrouver son passé en même temps. Tout le monde semble le connaître, tout le monde semble savoir qui il est, personne ne lui dit rien. Donc au bout d'un moment c'était un petit peu lassant de chercher des indices et de ne rien trouver, de ne pas avancer. J'ai trouvé que ce tome était assez poussif. Je n'ai jamais ressenti ça pour les Percy Jackson, mais ce tome-ci me semblait long. En même temps, il fait 560 pages. Les Percy Jackson dépassaient rarement les 450, il me semble. Donc 200 pages de plus, et ça s'est senti, hein. J'ai trouvé certains passages extrêmement longs. Les personnages, je ne suis pas plus attachée que ça aux personnages. Jason, je sais pas. Je sais pas quoi penser de lui, parce que même lui, il ne sait pas quoi penser de lui-même. Piper, c'est différent. Piper, elle est plus complexe dans son raisonnement. Je l'aime bien. Et Léo, c'est le personnage que je préfère. C'est celui que je préfère. On voit encore une fois pas mal de créatures mythologiques, pas mal de dieux, de personnages emblématiques de la mythologie grecque et de la mythologie romaine. Mais je sais pas. J'ai été bien moins emballée, c'était bien moins addictif que le reste de la saga précédente. Je sais pas, je suis moins emballée par cette saga. Sandrine m'a certifié qu'après ça s'améliorait, donc j'attends de voir. Mais pour l'instant, pas forcément convaincue. Allez, on continue, je vous parle de Calam de Paul Béorn, le premier tome. Que j'ai lu grâce au PLIB 2019 puisque cet e-book a été offert au jury pour découvrir cette œuvre. Même s'il ne fait pas partie des 21 présélectionnés, même s'il ne fait pas partie des 5 finalistes, j'avais grandement envie de le lire puisque je n'en entends que du bien de la part de Stéphanie de Piketty Booking qui a adoré cette lecture même si elle ne pensait pas. Voilà, c'est toujours ce
ce qui m'intéresse dans la lecture, c'est d'avoir une sorte d'a priori sur un livre et de se retrouver complètement embarqué dans sa lecture. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise, c'était de la très bonne fantaisie. Nous sommes dans un univers donc de fantaisie un petit peu médiéval, avec des cavaliers en armure, des gars qui se battent à la hache, à l'épée, avec des arcs, etc. Et en fait on est dans une guerre civile qui se déroule depuis 1 an et nous sommes à l'aube de la bataille. Voilà, ça c'est les premières pages. On va suivre son grand commandant et sa seconde, une jeune femme, qui vont se lancer dans la bataille. Et puis on fait une ellipse et on retrouve cette même jeune femme, Mora. Je sais pas si ça se dit Mora ou Mahura, je ne sais pas. On va dire Mora, ça ira plus vite. On retrouve Mora dans une cellule. On comprend que la guerre est terminée, que les assaillants se sont fait tuer et que le grand commandant est mort. Mora est là pour témoigner. Elle doit être normalement pendue avec les autres traîtres, mais le roi demande à un conteur de venir la voir et de lui demander de lui raconter l'histoire de ce commandant pour écrire sa légende, puisque même s'il a perdu la guerre, c'est un homme qui semble intrigué, qui a un grand charisme, et Mora est la mieux placée puisque c'est sa seconde pour raconter ses hauts faits. Donc dans ce livre, nous allons suivre le conteur qui va venir chaque jour voir Mora et cette jeune femme qui va raconter l'histoire de cet homme, comment elle l'a connu, pourquoi elle l'a suivi, et elle va raconter la légende de Darald Dal. Donc vous l'avez compris, on est dans une histoire un petit peu comme Le Nom du Vent. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou quoi, Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. C'est l'histoire d'un homme qui est dans une taverne, un chef de taverne, et un conteur va venir le voir et va lui demander son histoire parce qu'il sait que c'est une légende. Et ben c'est un petit peu pareil, hein. On va être dans une histoire contée, donc c'est un récit à l'intérieur du récit. Donc on alterne les passages où le conteur va aller voir Mora et puis Mora qui va faire pas mal de choses pour essayer de s'évader, hein. Faut pas se leurrer, elle est en prison, elle n'a pas envie d'y rester. Et on va revenir dans le passé des personnages et voir un petit peu la rencontre avec Darald Dal, ce qui fait sa légende, ce qui fait qu'il va devenir ce grand chef. Alors c'est le premier tome, donc on n'a pas toutes les réponses. Il y a certains passages qui sont assez mystérieux, on apprend pas mal de révélations, ce qui relie Mora à Darald Dal. C'est très particulier mais c'est très bien fait parce qu'on voit que cet homme qui est légendaire à présent, et ben à la base il n'était pas prévu pour être légendaire, hein. C'était un ivrogne. Bref, je vous laisserai découvrir, mais c'est plutôt bien fait, la psychologie des personnages est bien faite et au final Mora va se révéler être peut-être le personnage qui a tout fait. Voilà. Et il y a une très belle histoire par rapport aux femmes. Voilà, c'est un livre qui peut faire grincer des dents, hein, par moment, puisque le baron, le chef, enfin bon, a instauré, a mis en place une loi qui dit que les femmes n'ont pas d'âme et qu'elles sont de simples objets, hein, qu'elles n'appartiennent qu'à leur mari. Quand leur mari décède, elles appartiennent simplement au baron. Bref, il y a tout ce genre de choses qui peut faire grincer des dents, mais il y a un beau message derrière puisque les femmes vont se rebeller, vont être écoutées, et en particulier par Darald Dal qui va être un petit peu leur porte-drapeau, et par Mora, hein, surtout. Bref, il y avait pas mal de beaux messages, c'est très très fluide. J'ai adoré cette lecture parce que ça se lit tout seul, on a envie de connaître la suite, c'est fluide, c'est addictif, et ouais, je peux vous recommander parce que c'est vraiment de la fantaisie, de la très bonne fantaisie. Et je n'ai qu'une envie, c'est de me ruer sur le tome 2 pour savoir la suite. Parce que ça se termine d'une manière qui laisse la porte ouverte à beaucoup de suppositions et à
oui, ça risque d'être plutôt pas mal pour la suite. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les liens vers mes chroniques écrites où je pense j'arriverai à mieux détailler mes impressions. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.